Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui je voulais vous présenter une application sur laquelle je suis en train de travailler. Depuis quelques jours je travaille dessus. Alors l'idée de faire cette application m'est venue du fait que j'en ai marre en fait de créer du code parce que je fais de la modélisation, je fais l'IA. Et donc j'ai amené très souvent à modéliser des données. Et dans le processus de modélisation, les premières étapes telles que le pré-traitement sont des étapes vraiment sont des étapes vraiment très fastidieuses, chronophages, et c'est fastidieux, c'est chronophage. Donc, moi, il y a des fois même, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai des collègues, même, j'ai des personnes que je connais qui ne font pas ça du tout, qui font le modèle et après, ils essaient d'optimiser. Parce qu'en fait, on peut faire un modèle comme ça avec des données brutes et puis l'optimiser après. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, ça serait de suivre toutes les étapes. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de concentration, ouais, c'est compliqué. Là, je suis à près de 1000 lignes de code, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Il me reste encore à peu près 1500 lignes encore à écrire. Mais déjà avec ça, je peux faire quand même pas mal de choses qui m'évitent de souffrir en codant parce que coder, c'est pas facile, ça donne parfois des migraines. Et même quand vous dormez, que lorsque vous avez une chose que vous n'avez pas à faire, quand vous dormez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, lève-toi, va essayer cette méthode, ça pourrait marcher. Tu te lèves, tu prends la machine, tu fais, tu essaies et ça marche pas. Donc, c'est vraiment compliqué et ça rend nerveux parfois aussi. Donc, moi, j'aime vraiment me faciliter la tâche. Quand je me fatigue, je cherche toujours des solutions en fait. Je suis très pratique. Voilà, je suis très pratique et je suis orienté au résultat. Quand une chose m'embête, je trouve une solution pour vraiment calmer le jeu. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter le script qui est là pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Donc, le script, voici ce qu'il génère. Alors, j'ai agrandi. Ici, nous avons 5 onglets que je vais au fur et à mesure implémenter. Je vais renseigner. Ici, ça, c'est vide, par exemple. Ça, si je n'ai pas compte renseigner, là, je suis pas encore prêt. Ce n'est pas ma priorité. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet qui nous permet d'importer des fichiers. Donc, nous allons importer une base de données. Je clique sur importer. Et puis, je vais prendre une base de données ici. Je prends laquelle feuille de forêt. Je prends une base de données sur laquelle j'ai déjà travaillé. Oui, ça, par exemple. C'est en 2021. OK. Donc, voici une base de données sur laquelle j'ai travaillé. Ce sont des données qui concernent des données de tests psychologiques. On a stimulé des personnes, il y a des personnes qui ont été stimulées, il y en a qui n'ont pas été stimulées, et puis on leur propose, on leur dit de rester certains mots, et on observe en fait la durée de réaction, le temps qu'ils mettent pour réagir, la difficulté qu'ils ont à répéter les mots, la valence des mots, est-ce que ce sont des mots neutres, en neutralité, des mots négatifs, etc. Et aussi nous avons la précision de leur de on va dire la précision de ce qu'ils font, ce qu'ils donnent comme résultat. Donc, en plus de ça, bon, je vous explique, on a ici un jeu de données avec 712 lignes et 6 colonnes. On a des boutons qui nous permettent de mettre à jour, de modifier, par exemple. Ce bouton nous permet de modifier des valeurs. Si on les a modifiées, on peut cliquer sur OK pour enregistrer. On peut aussi exporter, après avoir manipulé cette base de données, on peut l'exporter. Donc, ça nous permet d'avoir un aperçu rapide de notre base de données. Donc, on peut faire des recherches dans la partie là, recherche. On peut faire une recherche globale. Si je tape, par exemple, je fais un dedans comme ça. Voilà, donc ici, on aura ici toutes les personnes qui ont plus ces conditions. Là, on a un, etc. Et si je fais 2, voyons 2 pour voir. Voilà, aussi, on aura aussi les personnes qui ont plus aussi les conditions. Donc, quand je dis 2, c'est 2, c'est en caractère. Ce n'est pas 2, le nombre 2, mais que ce soit dans une chaîne caractère. Mais on peut préciser tout ça après. Donc, si je veux vraiment rechercher des personnes qui n'ont pas été stimulées, ça c'est 0. Et si je fais ça, j'ai 345 correspondances sur les 700 personnes qu'on a, on a fait l'expérience. Et puis si je mets 1, voilà pour les personnes qui ont été stimulées. On en a 342. Et l'autre c'était combien? J'ai oublié. Attends, je revois.
345, ok. Donc, les personnes non stimulées, 345, et les personnes qui ont subi le stress, 342. Donc, ceci étant, une fois qu'on a fait ce tri, on peut trier ici, on peut supprimer, on peut mettre à jour, on peut exporter. Une fois qu'on a fini de faire ça, les résultats qu'on aura obtenus, on peut l'exporter au format CSV, au format Excel, au format PDF, on peut même les imprimer simplement. Donc ça peut nous permettre d'aller plus rapidement sur une base de données qu'on veut trier, on peut l'importer ici, faire le tri rapidement, puis le rapatrier. Ensuite, l'onglet suivant, c'est le pré-traitement, c'est ce qui nous concerne. Voilà. J'ai pas voulu faire cette étape, mais après je me dis, mais ça sert à quoi de faire une modélisation et puis ne pas faire le pré-traitement? Alors c'est la partie la plus compliquée qui est là même. C'est la partie qui prend beaucoup plus de temps. Donc dans cette partie, nous avons la partie, le cadran en haut à gauche, qui nous permet de traiter les valeurs particulières, telles que les valeurs extrêmes, les valeurs manquantes. Après, j'ajouterai les valeurs dupliquées. Donc, dans la modélisation des données, il faut prendre en compte ces valeurs-là, parce que ces valeurs-là peuvent en fait tromper peuvent biaiser l'analyse. Et garbage in, garbage out. Donc, si les données qui entrent ne sont pas vraiment de bonne qualité, ou qu'on ne les a pas vraiment bien traitées, le résultat qu'on aura, ça ne sera pas vraiment un résultat qui est fiable. Donc, il faut prendre en compte ces valeurs-là et les traiter, soit en les supprimant, soit en les imputant, soit imputant avec, par les méthodes déterministes, les méthodes stochastiques, ou encore on peut simplement les supprimer, mais là encore il faut regarder la proportion des valeurs à supprimer, et il faut tenir compte aussi de la forme des données. Est-ce que lorsqu'on supprime, est-ce que les données sont au final déformées? Est-ce que les valeurs de données se rapprochent beaucoup plus d'une variable qui suit une loi normale? En fait, ça l'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir un cas général. Donc, il faut faire cette analyse d'impact-là pour voir en fait l'effet de notre action sur les données finales. Ensuite, là, on a un cadran qui nous permet de faire une conversion. Est-ce qu'on peut faire quoi comme conversion? Si on regarde par exemple dans cette base de données, on voit que la variable condition stress est au format numérique, c'est pas normal. C'est une variable catégorielle, donc elle doit être transformée. Elle reconnaît ça par défaut, elle va transformer pour nous, mais pour une analyse propre, il faut transformer cette variable. Donc on va la convertir par exemple. On peut convertir autant de variables qu'on veut, mais ici on va convertir juste cette variable là. On va la convertir au format catégoriel. Voilà. Une fois qu'on a fait, on clique sur valider. Et on peut voir ici que notre variable a été convertie en catégorie. Donc en variable catégorielle qui est ici dénommée factor par R avec le niveau 0 et 1. Donc c'est fait. Juste vous montrer l'exemple de la conversion. On peut faire d'autres transformations, mais je peux en complémenter. On peut faire aussi la mise à l'échelle, je l'ai implémenté, la standardisation, la normalisation, ou encore la valeur sur le max. On peut faire autant de choses qu'on veut avec ça. Puis, une fois que c'est fait, on peut aussi valider. Et puis après, on peut être tantôt aussi de regarder aussi nos données de façon individuelle. On va voir si on impute les données avant ou si on supprime les données avant et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un changement? Donc là, nous allons regarder les statistiques descriptives pour voir si on a des valeurs manquantes. On n'a pas de valeurs manquantes. On n'a pas de valeurs manquantes d'après la stat desk. Voilà, il n'y a pas de NA. On va donc regarder pour les variables. Pour les variables numériques. Donc on va voir quelles sont les variables numériques. Ici on a quoi? On a temps de réaction qui est numérique. Donc temps de réaction, on va regarder ici box plot. Donc temps de réaction, on va prendre son box plot. Ok, eh bien il y a bel et bien des valeurs extrêmes, comme on peut le voir sur le box plot. Ces valeurs sont au-delà de les valeurs maximales. On peut aussi regarder aussi les histogrammes aussi. Hein. Voilà, on peut prendre l'histogramme, on va regarder, on va jeter un œil. Ok, voilà c'est l'histogramme. On voit aussi qu'on a un décalage vers la gauche. La moyenne qui est de 4700 et la médiane qui est autour de 4600. Donc la moyenne, notre variable est tirée vers la gauche. Elle est allée vers la gauche. Elle a une asymétrie négative. C'est ce qui indique qu'on a certainement des valeurs extrêmes. Parce que là, on peut voir déjà la faible observation de certaines valeurs. 1, contrairement à comparer à 134, etc. Donc, c'est certainement des valeurs extrêmes. Ce n'est pas forcément des valeurs erronées. Ça peut être des valeurs atypiques, réelles, des valeurs authentiques, mais qui sont peut-être observées de façon inhabituelle. Et donc, on peut agrandir si la vue n'est pas trop bonne. On peut l'agrandir et puis on peut augmenter le nombre de classes pour voir si il
Il y a des cas où il faudra augmenter nos classes pour avoir une forme de données qui peut nous aider à comprendre en fait la vraie forme des données. Et puis voilà quoi. Donc on retourne à notre interface de départ. Donc je fais une chose. On a dit qu'il y avait des valeurs extrêmes. Le boxplot nous avait monté. Donc on revient dessus, temps d'égalisation, boxplot. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je vais supprimer les valeurs extrêmes. Donc je clique là. Je clique là, c'était quelle valeur? C'était temps d'égalisation. Ok, donc on peut voir que les valeurs extrêmes ont diminué en fait. Donc le traitement après, on a qu'une seule valeur extrême. On va regarder l'histogramme pour voir si son histogramme se rapproche. Ok, on a une répartition un peu plus symétrique par rapport aux valeurs de départ. Voilà. Ok, donc c'est bon. Donc on a fait l'imputation en supprimant les valeurs extrêmes et on a vu que il y a eu une amélioration de nos données. Et on va observer aussi la variable qui est aussi précision, qui est une variable numérique aussi. On va l'observer, précision, je clique sur précision. Oh, là aussi on voit il y a vraiment certainement des valeurs extrêmes. On va s'assurer avec le boxplot. On va voir ce que le boxplot nous dit. Le boxplot nous dit quoi? Donc c'était une illusion. Voilà. C'est pourquoi il est bon de visualiser les données. Hein. Et même, on peut faire même aussi des tests pour nous assurer qu'on a bien des valeurs. On a ou pas des valeurs extrêmes. Donc vous avez vu, le boxplot m'a laissé voir des valeurs extrêmes. Mais là, quand on passe l'histogramme, quand on passe au boxplot, on voit qu'il n'y a pas de valeur extrême. Donc, on peut s'arrêter là. Et donc, vous voyez que avec ça déjà, on peut faire pas mal de choses concernant le traitement, le pré-traitement. Après, je vais ajouter des tests statistiques. Et puis, vraiment, ce qui m'intéresse ici, c'était vraiment, c'est pourquoi j'ai développé l'application. Je suis en train de développer l'application, c'était la modélisation. Parce que je ne voulais pas à chaque fois venir écrire les coder pour pouvoir faire la modélisation. Mais il fallait faire l'étape de pré-traitement. Donc, c'est la partie même qui m'intéresse. C'est là. Donc, dans cet onglet, nous avons ici ce qu'il faut faire, c'est choisir la tâche. Est-ce une classification? Est-ce une prédiction? Donc, en fonction du cas, on va choisir si c'est la prédiction. On va choisir prédiction. On va choisir la variable cible. Et puis, on va choisir ensuite le nombre de couches cachées et puis les autres paramètres. Si c'est la classification, on va choisir classification. On va choisir variable cible. Et puis, on va choisir le nombre de classes. Le nombre de classes, le nombre de catégories dans lesquelles on va classer nos individus. On va choisir le nombre de couches cachées. Et ensuite, on va renseigner l'information par couche cachée. Donc, moi, le minimum, c'est, on ne peut pas avoir 0 couches cachées. Donc, le minimum, c'est 1. Alors, on a plusieurs types de couches cachées. On a les couches cachées flatten. On a dense, on a drop out. On en a plusieurs. Hein. Voilà. On a des couches cachées de type convolutif. Donc, ici, on va se compter de prendre une couche cachée dense. C'est ce que j'ai implanté, mais après, je vais ajouter. Mais ça, c'est largement suffisant pour faire la modélisation des phénomènes assez complexes quand même. Donc, ici, j'augmente le nombre de... Je mets à 2, par exemple, à 2 couches cachées. Et je choisis ensuite le type de couche, dropout ou dense pour le moment. Je mets le nombre de neurones pour cette couche-là. Je choisis sa fonction d'activation. On a relu, on a softmax, sigmoïde, tangent, soft plus, etc. Et on a les dérivés des relus. On a tangente aussi. Je renseigne pour chaque couche cachée, je renseigne le type de couche, le nombre de neurones, la fonction d'activation. Une fois que c'est fait, je vais renseigner la proportion des valeurs d'entraînement. Donc là, j'ai mis en décimal 0,8, ça signifie 80%. Et puis on va choisir après le nombre d'itérations, l'époque, qui est le nombre d'entraînement. Voilà. Et puis on va enfin choisir la taille de l'échantillon, batch size, qui ici c'est l'échantillon qui va passer en un coup dans l'algorithme et l'algorithme va mettre à jour les paramètres du modèle, va ajuster les paramètres du modèle. Donc
32 échantillons passés. Donc, ça veut dire que 32 observations passées en un coup,